Il y a des films qui racontent une histoire, il y a des films qui recréent une époque, et puis il y a Titanic de James Cameron, ce gigantesque millefeuille de mélodrames, de sidérurgie, de romance adolescente, de lutte des classes et d'hystérie hydraulique, qui semble avoir été conçu pour répondre à une simple question: combien de litres d'eau faut-il pour transformer Leonardo DiCaprio en icône mondiale? La réponse est beaucoup, vraiment beaucoup. Sorti en 1997, Titanic est un objet presque impossible à critiquer froidement, parce qu'il a colonisé l'imaginaire collectif avec la discrétion d'un iceberg dans le couloir. On connaît les images avant même de revoir le film. Les bras ouverts à la proue, le collier bleu qui vaut probablement le PIB d'un petit état mélodramatique, la main sur la vitre embuée, pardon, Céline Dion planant au-dessus du générique comme une mouette lyrique sous amphétamine. Pourtant, derrière l'avalanche de souvenirs, de posters, de chambres et de VHS usés jusqu'à la corde, le film reste une machine de cinéma d'une efficacité presque indécente. James Cameron n'a jamais été un cinéaste de la demi-mesure. Chez lui, une émotion doit pouvoir se mesurer en tonnes. Un décor doit avoir été construit pour de vrai et un personnage secondaire doit mourir si possible dans une composition visuelle impeccable. Titanic est donc à la fois un film catastrophe, une romance, une fresque sociale, un musée flottant et un aquarium tragique. C'est Autant n'emporte le vent avec des chaudières. C'est Roméo et Juliette chez les milliardaires en gilet de sauvetage. C'est un film où l'amour monte pendant que le bateau descend. Une équation narrative d'une simplicité biblique, mais réglée comme une horloge de luxe juste avant qu'elle ne prenne l'eau. Le génie, ou la rubardie sublime de Cameron, consiste à nous raconter une histoire dont tout le monde connaît la fin. Spoiler aquatique, le bateau coule. Le suspense ne porte donc pas sur l'événement, mais sur l'attachement. Et là, le film est redoutable. Pendant une bonne moitié, Cameron prend son temps. Certains diront qu'il tire à la ligne, d'autres qu'il pose son dispositif. En réalité, il installe un piège sentimental en 3 dimensions. Il nous fait visiter le bateau, les salons, les ponts, les cabines, les cuisines, les soutes, comme s'il savait que chaque lieu deviendrait bientôt une scène de panique, de séparation ou de mort. Le décor n'est pas un décor, c'est un corps promis à la noyade. Et au centre, il y a Rose et Jack. Deux prénoms si simples qu'ils pourraient être gravés sur un cadenas de pont touristique. Sauf qu'ici, le pont finit par se briser en deux. Rose, interprétée par Kate Winslet, est une héroïne de roman victorien qui aurait envie d'arracher ses corsets avec les dents. Elle étouffe dans la haute société, dont les convenances, dans les regards, dans sa robe, dans sa mère, dans son futur mari, dans absolument tout sauf dans l'eau glacée. Ce qui est un choix de vie discutable. Jack, lui, est le vagabond lumineux, artiste pauvre, prince sans couronne, ticket de troisième classe et sourire de première catégorie. DiCaprio apporte au personnage une légèreté insolente, presque trop belle pour être honnête. On comprend que Rose tombe amoureuse. Jack est moins un homme qu'une échappatoire avec une mèche blonde. La romance, soyons honnêtes, n'est pas d'une complexité proustienne. Les riches sont coincés, les pauvres dansent, le fiancé est odieux, la mère est glaciale, les domestiques savent tout, et l'amour vrai se reconnaît au fait qu'il s'est craché correctement par-dessus bord. Cameron dessine à gros traits, parfois au rouleau compresseur. Mais il a pour lui une qualité rare, il croit absolument à ce qu'il filme. Il n'y a pas de cynisme dans Titanic. Même quand le film frôle la blouette de luxe, il y va avec une telle conviction qu'on finit par déposer les armes. C'est du mélo pur, énorme, frontal, presque impoli dans sa manière de demander nos larmes. Et évidemment, ça fonctionne. Le film connaît les robinets du spectateur et il tourne les poignets avec une précision de plombier mythologique. Mais Titanic n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est aussi un grand film de classe. Le navire est une société verticale. Les riches en haut, les pauvres en bas, les machines encore plus bas et la mort partout à la fin, ce qui constitue une forme d'égalité, certes radicale mais peu recommandable. Cameron oppose les salons dorés et les dortoirs populaires avec une lisibilité presque enfantine. Mais son cinéma est physique. On sent les escaliers, les grilles, les couloirs, les portes fermées. La catastrophe révèle ce que la société cachait déjà. Tout le monde est sur le même bateau, mais sur certains ont les clés, les canaux, les manteaux et le mépris assorti. La seconde partie du film est une démonstration de mise en scène absolument monstrueuse. Une fois l'iceberg rencontré, ce rendez-vous Tinder le plus catastrophique de l'histoire maritime, Cameron bascule dans une mécanique du chaos. L'eau avance comme un personnage. Elle envahit, bloque, pousse, avale. Le film devient un balai d'obstacles. Portes, grilles, ascenseurs, escaliers, inclinaisons, panique, froid. Cameron sait filmer l'espace. On comprend où sont les personnages, ce qu'ils doivent faire, ce qui les menace. Dans une époque où beaucoup de blockbusters confondent agitation et action, Titanic reste une leçon de lisibilité. Le naufrage a une géographie, la tragédie a un plan de coupe. Et puis il y a cette chose très cameronienne, la technique au service de l'émotion, mais avec les muscles bien visibles.
Le film exhibe sa reconstitution, son gigantisme, ses effets spéciaux, son ambition prométhéenne. Cameron ne filme pas seulement le Titanic, il le ressuscite pour mieux l'assassiner sous nos yeux. C'est cruel, mais c'est du grand cinéma. Il y a dans cette démarche une forme de folie démiurgique. Reconstruire le mythe, polir chaque rampe, chaque assiette, chaque reflet, puis fracasser l'ensemble avec une jubilation d'ingénieur tragique. Le cinéaste est à la fois architecte naval et fossoyeur sentimental. On peut évidemment se moquer. Le film tend parfois le bâton, ou plutôt la rame. Certains dialogues sont taillés dans du sucre durci. Billy Zane, enfiocé toxique, joue Cal avec une intensité de méchant de bande dessinée qui aurait avalé son monocle. Le symbole du collier est d'une lourdeur telle qu'il pourrait servir d'encre de secours. Et la chanson finale, magnifique ou insupportable selon l'état de vos défenses immunitaires, euh, et aussi face aux années 90, transforme le chagrin en croisière vocale intercontinentale. Titanic n'a pas peur du kitsch. Par moments, il s'y installe, commande du champagne et demande à l'orchestre de continuer. Mais le kitsch de Titanic n'est pas une faiblesse honteuse, c'est son carburant. Le film est excessif parce que son sujet l'est. Une catastrophe réelle devenue mythe mondial. Une histoire d'amour inventée au milieu de morts bien réelles. Un paquebot présenté comme insubmersible qui finit en origami funèbre au fond de l'Atlantique. Cameron comprend que pour approcher ce mythe, il faut oser le grand geste. Pas le murmure, pas la petite touche impressionniste, pas le drame en chambre. Il faut du fracas, du velours, des violons, des plans larges, des adieux, des cris, du métal qui gémit et des cœurs qui font glou-glou. La force du film tient aussi à son cadre narratif, la vieille rose qui raconte son histoire. Ce dispositif pourrait être lourd, et l'est parfois, avec son présent de chasse au trésor où des hommes cherchent un bijou et trouvent une mémoire, mais il permet de faire de Titanic un film sur le souvenir, pas seulement sur la catastrophe. Le vrai trésor n'est pas le diamant, bien sûr, c'est l'expérience vécue, le choix d'une vie, la trace d'un amour bref mais fondateur. Oui, c'est appuyé, oui, on voit venir l'idée depuis Substanton, mais Cameron a ce talent insolent, même quand on voit venir la vague, on se la prend quand même. Le dernier acte, avec sa succession de séparations, de noyades, de sacrifices et de silhouettes glacées, reste d'une puissance rare. Le film abandonne progressivement le spectaculaire pour revenir au visage. Les musiciens qui continuent à jouer, le capitaine, l'architecte, les passagers anonymes, les corps dans l'eau, Cameron orchestre une symphonie du désastre où chaque détail cherche à arracher un morceau de résistance au spectateur. On peut résister à une scène, deux peut-être, mais à la fin le film gagne par encerclement lacrymal. Il ne pleut plus pas dans la salle, et c'est juste le Titanic qui remonte par les yeux. Alors, Titanic chef-d'œuvre ou énorme savon sentimental flottant? Les deux, capitaine. Et c'est précisément ce qui le rend fascinant. C'est un film populaire au sens noble et gigantesque du terme. Accessible, frontal, romantique, spectaculaire, techniquement prodigieux, parfois lourdeau, souvent sublime, il a la délicatesse d'un mammouth en porcelaine. Mais quel mammouth! Il avance avec son immense carcasse de mélodrame, de catastrophe et de cinéma total. Et il écrase une bonne partie des objections par la seule puissance de son mouvement. James Cameron signe ici un film qui assume pleinement son ambition, faire pleurer la planète avec un naufrage connu de tous. C'est absurde, risqué, presque mégalomane. Résultat, le film a coulé le box-office sans jamais vraiment sombrer dans l'oubli. Comme quoi, dans le cinéma aussi, certains icebergs cachent des mines d'or. Titanic est donc un monument, un film aussi facile à parodier qu'impossible à réduire à sa parodie. Un palace flottant du mélodrame, un blockbuster à corset, une cathédrale humide, une machine à sanglots montée sur piston. Et si son cœur continue de battre, malgré les sarcasmes, les détournements et les débats éternels sur la place disponible sur cette fameuse planche, c'est parce qu'au fond, Cameron a compris une chose très simple. Le cinéma, parfois, c'est regarder un monde disparaître en espérant qu'un seul regard puisse survivre au naufrage.